Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Croisée des chemins. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour notre point info quotidien. Il y a plusieurs sujets intéressants aujourd'hui dans l'actualité et je vous propose de commencer sans tarder. La garde nationale va rester dans la capitale encore 2 mois supplémentaires. La police du Capitole a demandé à ce que le séjour de la garde nationale soit prolongé de 60 jours. Il cite des inquiétudes concernant la sécurité depuis la violation dans la capitale le 6 janvier. Selon l'Associated Press, les responsables de la défense disent que le Pentagone est en train d'examiner la demande. La représentante du Michigan, Elissa Slotkin, dit qu'elle a appris la demande de prolongation de 60 jours, ajoutant que la garde nationale recherche maintenant des volontaires dans tous les États du pays. En effet, les 5000 soldats qui se trouvent actuellement à Washington doivent rentrer chez eux le 12 mars. En février dernier, la députée du Michigan, Lisa McClain, et d'autres républicains de la Chambre ont demandé à la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, d'expliquer les raisons pour lesquelles les troupes sont maintenues encore à Washington. Lisa McClain a déclaré à Fox News que les seuls briefings qu'elle et ses collègues ont eus sur cette question se sont déroulés avec les médias en disant que les troupes pourraient rester là jusqu'en automne. McClain a dit qu'elle avait demandé à Pelosi un briefing sur la raison pour laquelle ils ont besoin des troupes ici pendant si longtemps, mais ils n'ont reçu aucune information. Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a déclaré à l'époque que les coûts estimés de la protection de la garde nationale dans le complexe du Capitole jusqu'au 15 mars coûteraient près d'un demi-milliard de dollars aux contribuables. Passons à présent à la Chambre des représentants qui a annulé sa session du jeudi. Cette décision a été prise par la crainte qu'une milice ne complote pour percer la capitale. Certaines rumeurs en ligne ont affirmé que Donald Trump serait rétabli dans ses fonctions de président ce jour-là. La police du Capitole a déclaré dans un communiqué que les renseignements montrent un possible complot pour faire sauter le Capitole par une milice identifiée. L'agence a ajouté qu'elle se prépare à toute menace potentielle envers les membres du Congrès ou envers le complexe du Capitole. Un bulletin de renseignement mentionne également la date du 20 mai comme date potentielle liée aux rumeurs. Joe Biden n'a pas encore annoncé de date pour son premier discours sur l'état de l'Union, mais le bulletin indique que cela pourrait également être une date problématique. Et nous passons maintenant à 2 projets de loi controversés qui ont été adoptés par la Chambre mercredi dernier. Le premier est le HR1, ou For the People Act. Le projet de loi transforme de nombreuses réformes électorales qui avaient été introduites l'année dernière dans le contexte de la pandémie en une loi fédérale permanente. Ces réformes affecteraient le processus électoral, par exemple le vote par correspondance, ainsi que le vote anticipé, et l'inscription des absents ne nécessiterait aucune vérification minimale. Les personnes pourraient être automatiquement inscrites, y compris en ligne et le jour même, ce qui supprimerait une très grande partie de vérification actuellement mise en place. D'autres changements affecteraient l'aspect plutôt politique du processus électoral, par exemple en obligeant notamment les États à mettre en place des commissions indépendantes pour le redécoupage des circonscriptions électorales par le Congrès, ce qui restructure la Commission électorale fédérale, passant d'un organisme de réglementation des campagnes électorales bipartites à un organisme de réglementation des campagnes à majorité partisane. Cela aura pour conséquence de créer de nouvelles restrictions généralisées à la liberté d'expression pendant les campagnes. En vertu de ce projet de loi, les fonds de campagne des entreprises doivent être divulgués aux donateurs des groupes de défense des droits religieux et à but non lucratif. Cela permettrait aux membres du Congrès en exercice et à leurs adversaires de recevoir un salaire provenant des fonds de campagne. Mercredi soir, la Maison a adopté de justesse le projet de loi. Aucun républicain n'a voté pour la loi For the People et un démocrate s'est même joint à la dissidence. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré lors d'un événement que le projet de loi combattant l'argent des intérêts spéciaux en politique et soutient le peuple américain. Les critiques du projet de loi disent qu'il officialise les pratiques controversées qui ont conduit à des allégations de fraude électorale lors des élections de 2020. Les démocrates ont rejeté tous les amendements républicains au projet de loi. L'administration Biden affirme que le projet de loi est nécessaire pour protéger le droit de vote. Mais le projet de loi fait en sorte que les procédures de vote favorisent le parti au pouvoir et facilitent le vote des non-citoyens.
20 procureurs généraux républicains demandent aux dirigeants de la Chambre et au Sénat américain d'examiner un certain nombre de défauts constitutionnels de la loi HR1. Ils ont écrit dans une lettre: telle qu'elle a été présentée, la loi trahit plusieurs dispositions constitutionnelles et des mandats qui, s'ils étaient adoptés, fédéraliseraient les élections au niveau des États et imposeraient des coûts et des réglementations lourdes aux fonctionnaires des États et des collectivités locales. Il note qu'en vertu de la Constitution américaine, le contrôle des élections présidentielles incombe aux assemblées législatives des États. Il déclare que la loi inverserait cette structure constitutionnelle, réquisitionnerait les sources des États, brouillerait et embrouillerait les procédures électorales et éroderait la confiance dans nos élections et nos systèmes de gouvernance. Ils ajoutent, je cite, « En conséquence, les membres du Congrès pourraient souhaiter examiner les vulnérabilités constitutionnelles de la loi ainsi que les critiques politiques des responsables des États. » Selon la lettre, un certain nombre d'autres dispositions du projet de loi semblent également contredire la Constitution, comme par exemple l'obligation pour les États d'accepter les bulletins de vote tardifs, l'annulation des lois d'identification des électeurs des États et l'obligation pour les États de procéder à un redécoupage électoral par l'intermédiaire de commissions non élues. Ils poursuivent en disant: malgré les récents appels à l'unité politique, la loi adopte une approche unilatérale de la gouvernance et usurpe l'autorité des États en matière d'élections. La confiance dans les élections ayant atteint un niveau record, le pays devrait se concentrer sur l'instauration d'un climat de confiance dans le processus électoral. L'ampleur du projet de loi a incité le membre de la Chambre des représentants chargé de la minorité Tom Cole a fait remarquer lors du débat que c'est un projet de loi qui vise à préserver la majorité démocratique actuelle. C'est un projet de loi de la majorité pour la majorité et il est destiné à asseoir la majorité au pouvoir pour les années à venir. En 2019, un projet de loi presque identique avait été adopté par la Chambre, mais il n'avait pas été adopté par le Sénat, alors contrôlé par les Républicains. Cette fois, le sort de la loi est moins certain car le Sénat est divisé à part égale entre les deux partis et si les Républicains font obstruction à la proposition comme cela semble probable, les règles du Sénat exigent 60 voix pour qu'elle soit adoptée. Et le deuxième projet de loi qui fait polémique, qui a été adopté mercredi dernier, est un projet de loi de réforme de la police. Il suscite également une controverse parmi les Républicains. Le projet de loi sur la réforme de la police, appelé George Floyd Justice in Policing Act, a été adopté de justesse par la Chambre des représentants conformément à la ligne du parti. Une version similaire de ce projet de loi avait été déjà adoptée par la Chambre en août dernier, mais avait été bloquée au Sénat. Il est maintenant renvoyé au Sénat pour un deuxième essai. Le représentant républicain du Texas, Lance Goodin, a d'abord voté pour le projet de loi, puis a déclaré que c'était un accident parce qu'il avait appuyé sur le mauvais bouton. Il a modifié son vote dans le compte-rendu officiel pour refléter sa véritable opposition. M. Goodin a partagé une photographie de lui tenant un morceau de papier intitulé « Explication personnelle » dans lequel il a déclaré qu'il avait l'intention de voter non. Il a poursuivi en disant « J'ai sans doute le record du plus grand nombre de votes au Congrès. Bien sûr, je ne soutiendrai pas la loi anti-police de la gauche radicale. J'ai modifié le compte-rendu officiel pour refléter mon opposition. » Fin de citation. De leur côté, les démocrates soutiennent que le projet de loi est nécessaire pour améliorer le maintien de l'ordre. La co-auteure du projet de loi partage sa motivation en disant qu'il s'agit d'élever les normes du maintien de l'ordre en Amérique et aussi de transformer la culture. Fin de citation. Le projet de loi obligerait les services de police à fournir des données sur l'utilisation de la force mortelle, limiterait le financement aux gouvernements locaux qui autorisent les prises d'étranglement. Selon la représentante du Texas, Sheila Jackson Lee, le projet de loi ne vise que les policiers qui commettent des fautes, mais les républicains affirment que le projet de loi va plus loin que la simple restriction de l'usage de la force par la police. En effet, une controverse dans le projet de loi est la modification de l'immunité qualifiée pour la police, rendant plus facile de poursuivre la police pour usage excessif de la force. Les détracteurs du projet de loi affirment qu'il rendrait les communautés moins sûres et mettrait en danger la vie des agents de la force publique. Pour que le projet de loi soit adopté par le Sénat, il faudrait que 10 républicains se retirent. Cela se passe juste avant le procès du 8 mars de Derek Chauvin. L'ancien policier
accusé du meurtre au second degré et d'homicide involontaire dans la mort de Floyd. L'administration Biden a montré son soutien au projet de loi et a encouragé la Chambre à l'adopter. Passons maintenant à un autre sujet de controverse, la levée des masques par les États. Certains sont tout à fait d'accord, d'autres pas tellement. Le Texas, le Mississippi et d'autres États ouvrent leurs économies et assouplissent les restrictions concernant le virus. Biden a critiqué cette décision, disant, je cite, « La dernière chose dont nous avons besoin, c'est que l'homme de Néandertal pense qu'en attendant, tout va bien. » Le Texas est l'un des États qui a ouvert son économie. Le sénateur texan John Cornyn dit que ce n'est pas à Biden de dire à son État ce qu'il doit faire. Selon lui, les États étouffent leur économie avec des règles inutiles qui n'augmentent pas la sécurité. Il dit que ces mêmes États ne peuvent plus payer leurs factures. Lorsque le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a annoncé qu'il ouvrait l'État, il a déclaré que les Texans savent comment assurer leur sécurité et qu'ils devraient avoir la liberté de choisir comment le faire. M. Cornyn a déclaré que les gens pouvaient suivre les directives volontairement en disant que pour ceux qui veulent porter un masque, ils peuvent toujours le faire. Et nous passons à présent au monde numérique. Il se passe beaucoup de choses dans le monde de la grande technologie. Facebook qui autorise à nouveau les publicités politiques à partir de jeudi. Cela fait suite à l'interdiction de la société pour lutter contre les désinformations autour de l'élection présidentielle. L'entreprise a annoncé mercredi sur son blog qu'elle allait bientôt annuler le gel des publicités politiques, électorales et sociales qu'elle avait instauré il y a déjà plusieurs mois pour lutter contre la désinformation autour de l'élection présidentielle de 2020. Google a également rétabli les annonces qu'il avait suspendues depuis le 6 janvier, mais ils ont dû faire face à des critiques des stratèges démocrates et républicains qui soutiennent que ces interdictions étaient trop larges et n'ont pas réussi à combattre la question de la désinformation organique sur les plateformes. Mercredi dernier, les comités de campagne du Congrès et les sénateurs démocrates ont publié une déclaration critiquant Facebook pour ne pas avoir communiqué une date précise pour mettre fin à l'interdiction, affirmant que le gel avait rendu plus difficile l'accès aux lecteurs. Dans son blog mercredi, Facebook a déclaré que ces systèmes ne faisaient pas la distinction entre les publicités politiques et électorales et les publicités à caractère social. Ils ont ajouté qu'ils examineraient d'autres changements de ces politiques publicitaires dans les mois à venir. Et dans cette même lignée, Google a annoncé qu'il va supprimer progressivement la pratique consistant à laisser les entreprises suivre les utilisateurs sur le web en utilisant des cookies d'ici l'année prochaine. Les cookies web sont des petits morceaux de données qui sont utilisés pour suivre votre activité en ligne. Les géants de la publicité comme Google, Facebook comptent sur ces cookies dans une certaine mesure. Google a cité son engagement à protéger la vie privée, réaffirmant qu'il finira par retirer les cookies des tiers et ne créerait plus de nouveaux outils pour suivre l'historique de navigation des utilisateurs. Le directeur de la gestion des produits de Google, David Temkin, a écrit sur le blog de la société, je cite, « Aujourd'hui, nous précisons qu'une fois les cookies tiers supprimés, nous ne créerons plus d'autres identifiants pour suivre les personnes lors de leur navigation sur le web, ni ne les utiliserons dans nos produits. » Il a poursuivi en disant « Les gens ne devraient pas avoir à accepter d'être suivis sur le web pour bénéficier des avantages d'une publicité pertinente et les annonceurs n'ont pas besoin de suivre les consommateurs individuels sur le web pour bénéficier des avantages de la publicité numérique. » Il a poursuivi en citant une étude qui a révélé que 72% des personnes estiment que presque toutes leurs activités en ligne sont suivies par les annonceurs et les entreprises technologiques et 81% disent qu'ils pensent que cette collecte des données présente plus de risques potentiels que de bénéfices. Il a déclaré, je cite, « Si la publicité numérique n'évolue pas pour répondre aux préoccupations croissantes des gens concernant leur vie privée et la manière dont leur identité personnelle est utilisée, nous risquons l'avenir du web libre et ouvert. » Fin de citation. Il n'en reste pas moins que le pouvoir dominant du géant de la technologie dans le domaine de la publicité en ligne suscite des inquiétudes et le changement n'affectera pas les plus grands publicitaires de Google, Search et YouTube. En effet, Google peut toujours suivre les utilisateurs grâce à ses propres services comme Search ou Maps. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute de Croiser des chemins. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir.